Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, j'espère que vous venez cette fois avec une joie non dissimulée dans le monde merveilleux du placenta. Nous allons détailler dans cette partie du cours, dans ce chapitre 2, la structure du placenta et une partie de son rôle. Commençons par essayer de voir à quoi correspond un cotylédon. Nous avons vu dans le cours précédent que d'une villosité souche allait naître tout un ensemble de ramifications. Et si on fait une coupe sur cette diapo sur un arbre villositaire au niveau de la flèche noire, on obtiendrait, très schématiquement, puisque c'est jamais disposé de cette façon concentrique merveilleuse, cette coupe-là. Vous reconnaissez en marron, avec les petits points blancs, le syncytiotrophoblaste, et au centre, le cytotrophoblast, et je n'ai pas représenté le mésenchyme intravillositaire et les vaisseaux intravillositaires. Ce qui est au centre de ce cercle, qui représente en fait les villosités crampons, qui se sont cramponnés à la décidue de l'utérus maternel, on a ce qui correspond à un cotylédon. Sur ce dessin qui est maintenant ancien, vous voyez mieux en perspective ce que ça peut représenter. On reconnaît un arbre qui est orienté vers le bas, qui pousserait dans l'autre sens, et le bout des branches qui correspond aux villosités crampons et qui se sont incrustées dans la décidue maternelle. Sur ce schéma-là, on voit qu'entre chaque arbre, la décidue maternelle va en fait former des replis qui vont entourer chaque arbre et qui vont délimiter ce qui deviendra un cotylédon plus tard. Vous voyez que décidual septum, c'est un septum de la décidue et il remonte en séparant chaque tronc villositaire. Sur ce schéma, on a l'impression que plusieurs arbres sont représentés, donc il ne faut pas tenir compte du fait que qu'il y a plusieurs arbres avec plusieurs pieds dans chaque cotylédon. Si on regarde la face maternelle, la face qui est accrochée à la décidue maternelle, on voit schématiquement une dizaine de cotylédons. Et si on regarde une photo réelle du placenta, on voit qu'il y a des structures qui forment les cotylédons. Vous en voyez qui sont surlignés en beige ici. Et on peut en compter une dizaine quand on vérifie, après la délivrance, que le placenta est sorti complètement. Si on réfléchit, on ne s'intéresse pas à l'embryon mais seulement au placenta, le U représentant l'utérus et le P le placenta, vous voyez que l'embryon est censé être entouré d'une multitude de petits arbres, des troncs villositaires qui devraient donner des cotylédons absolument partout. Je vous rappelle la coque trophoblastique qui, au pied de chaque villosité crampon, va former un continuum, c'est-à-dire que les cytotrophoblastes, en violet sur cette diapositive, vont sortir et dépasser les syncytiotrophoblastes et d'une villosité crampon à l'autre se rejoindre pour former une coque complète. Sur la diapositive précédente, on pourrait imaginer que la coque trophoblastique se trouve à l'endroit du cercle rouge. Et pourtant, le placenta ne se trouve pas tout autour de l'embryon. Sur cette photo, vous voyez que la zone placentaire représente seulement un tiers du pourtour de l'embryon. On voit par transparence le cordon ombilical et l'embryon en bas. Alors, comment ceci intervient-il ? Tout est lié à l'oxygène. En fait, sur ce schéma, le cordon est représenté en bleu et on imagine qu'on a mis à plat toute la périphérie d'une sphère où de partout se trouvent des trophoblastes, des villosités qui poussent, des villosités souches. Les petits ronds bleus qui se trouvent en périphérie du cordon sont les zones où va apparaître l'oxygène par croissance du placenta et
petit défaut de perméabilité, enfin apparition d'une perméabilité dans la coque trophoblastique. Vous voyez que sur ce schéma, à une distance égale du cordon ombilical, apparaissent des zones qui vont être oxygénées. Et c'est cette oxygénation qui va entraîner l'apoptose des villosités. L'apoptose va entraîner la disparition des villosités, et c'est sur ces zones où les villosités auront disparu qu'on retrouvera les membranes. Ainsi, au deuxième trimestre, on a normalement un placenta qui est centré par le cordon, qui est globalement rond, et des membranes sur l'autre partie de la périphérie de la sphère. Que se passe-t-il quand il y a apparition d'oxygène à d'autres endroits que cette périphérie relativement lointaine? On peut avoir des placentations anormales, des placentas anormaux, et ici vous voyez que le fait d'avoir eu de l'oxygène qui a induit une apoptose dans des zones importantes va donner un placenta de toute petite taille. Ceci va concourir à un retard de croissance, donc le RCIU est le retard de croissance intra-utérin. On retrouve des placentas de petite taille assez souvent chez les enfants qui ont subi une restriction de croissance intra-utérine. PE, c'est pour la prééclampsie, donc des anomalies comme ça de formation du placenta peuvent concourir à l'apparition d'une prééclampsie. Enfin, dans des cas extrêmes, quand l'oxygène apparaît de partout, on va avoir des avortements spontanés précoces en général. Vous voyez donc ainsi un rôle régulateur de l'oxygène et un rôle protecteur de la coque trophoblastique. On pense qu'une invasion trophoblastique insuffisante pourrait être cause de bouchons trophoblastiques insuffisants et qu'un début trop précoce de circulation maternelle qui va amener l'oxygène auprès des villosités non protégées va induire soit des placentas réduits, soit des avortements spontanés. Pour bien comprendre la circulation fœto-maternelle, quelques généralités d'abord. Il faut séparer les deux circulations. Il y a d'une part la circulation fœtale, d'autre part la circulation maternelle, et le placenta se trouve au milieu. La circulation fœto-maternelle, qu'on dit aussi fœto-placentaire, se fait à débit élevé, environ 500 ml minute, et ceci utilise 80% du débit utérin. Ce débit va être influencé par différents facteurs, donc la volémie maternelle, le volume de sang circulant chez la mère, la tension artérielle maternelle, une tension trop basse va gréver cette vascularisation, cette circulation. Pendant les contractions utérines aussi, pendant le travail, la circulation va être diminuée. Enfin, le tabagisme et différents médicaments et hormones vont modifier la circulation dans un sens de la favoriser ou de la réduire. Comme je le disais au départ, on va schématiser les choses et regarder séparément la circulation fœtale et la circulation maternelle. Vous avez ici un schéma qui vous est peut-être familier et qui représente l'échangeur, avec d'un côté les artères et de l'autre côté les veines, et au milieu un riche réseau vasculaire qui est très important puisque c'est à son niveau que vont se faire les échanges. Donc les artères sont représentées en rouge et les veines en bleu parce que classiquement les artères amènent le sang oxygéné à l'organe. Dans l'organe se développe le réseau vasculaire et de l'organe part le sang qui est désaturé en oxygène et porteur de déchets et qui va aller vers le poumon. J'ai dit que normalement les artères étaient représentées en rouge et les veines en bleu, mais il vaut mieux retenir que les artères partent du cœur et que les veines vont au poumon. Ceci vous servira à bien comprendre la circulation dans le placenta. Le titre de ce schéma, circulation fœtale, peut être un petit peu trompeur au départ, puisqu'on ne reprend pas toute la circulation fœtale, mais seulement la partie placentaire de la circulation fœtale, puisque tout ce qui concerne la circulation, le cœur, etc., est traité dans un autre cours.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cordon ombilical vont se trouver une veine et 2 artères. Les artères, par définition anatomique, sont des vaisseaux qui vont partir du cœur. Donc, les artères ombilicales, au nombre de 2, partent du cœur fœtal et vont, par petites divisions successives, se trouver dans chaque villosité. Alors, ce schéma est très schématique, pour mal parler, mais vous voyez dans chaque villosité une partie des divisions de l'artère ombilicale vont se trouver. Schématiquement encore, au bout de chaque villosité, il y aura un système d'échangeurs avec un amincissement des parois de la villosité pour former la membrane vasculo-syncytiale en différents endroits de la villosité. Et il va y avoir une épuration de ce sang qui vient du fœtus et qui est chargé de déchets et qui est hypoxique. Et il va repartir au sein de la villosité par des divisions des veines ombilicales et finalement remonter pour rejoindre la veine ombilicale qui se trouve dans le cordon ombilical. Ainsi, au plus il y aura d'endroits avec des membranes vasculo-syncytiales, au plus il y aura de capacité d'échange dans le placenta. Pour ce qui est de la circulation maternelle, les artères spiralées amènent le sang avec une pression d'environ 100 mm de mercure. Elles amènent le sang avec un débit très important, autour des 600 cm3 par minute, et la pression sanguine est de 70 mm de mercure. Mais il faut savoir que cette pression sanguine est rapidement distribuée dans tout le cotylédon et diminue nettement. Le sang de la chambre intervilleuse dans chaque cotylédon est changé 2 à 3 fois par minute. C'est dire si la circulation dans la chambre intervilleuse est une circulation importante. Au cours de la grossesse, cette circulation utérine subit des modifications très importantes et elle s'adapte aux besoins sans cesse croissants du fœtus. Concernant la circulation du sang maternel dans la chambre intervilleuse, ce sang maternel arrive via les artères utérines, passe par un réseau dont vous vous souvenez certainement, et finalement ce sont les artères spiralées qui vont distribuer le sang dans la chambre intervilleuse. Si l'on regarde la face maternelle d'un cotylédon schématisé ici, on voit qu'il y a les villosités crampons qui sont insérées sur la face maternelle. L'artère spiralée est schématisée en rouge au milieu et elle va amener le sang par cet endroit, alors que le sang sera drainé par les veines utéro-placentaires en périphérie du cotylédon. Ceci permet d'avoir en fait une circulation avec, comme dans un bus, un système entrée-sortie et un sang qui circule sans cesse. Sur le versant fœtal, le sang maternel qui se trouve dans la chambre intervilleuse va être échangé au niveau des villosités dans le réseau capillaire qui se trouve en bout de villosité et il va être drainé, tout oxygéné, par la veine ombilicale qui va aller vers le fœtus. Le sang chargé de déchets et désaturé qui revient du fœtus passe par les artères ombilicales et c'est au niveau des capillaires, en bout de villosité, que les échanges vont avoir lieu vers la chambre intervilleuse. Le sang sera ensuite repris par les veines utéroplacentaires qui vont se jeter dans les veines utérines maternelles pour assurer la prise en charge des déchets fœtaux. La circulation fœto-maternelle évolue dans le temps. Si on fait une coupe au niveau d'une villosité flottante, on se rend compte qu'au premier trimestre, il y a une couche continue de syncytiotrophoblastes, une couche continue de cytotrophoblastes à l'intérieur et un début de vaisseau à l'intérieur de cette couche continue de cytotrophoblastes. En arrière-fond, représenté par des petites écailles grises, se trouve le mésenchyme intravillositaire,
La villosité, en fait, n'est pas vide. Il y a du mésenchyme, il y a des cellules de l'immunité, il y a des tas de choses, des progéniteurs et autres. Mais cette villosité est propre à quelques échanges, mais vous voyez que le sang fœtal, qui se trouve dans le vaisseau fœtal, se trouve loin de la chambre intervilleuse, qui n'est pas représentée ici, mais qui est à l'extérieur des syncytiotrophoblastes. Au fur et à mesure de l'évolution dans le temps, la couche de syncytiotrophoblastes devient discontinue. Donc les cytotrophoblastes sont toujours là, mais ils permettent d'assurer le renouvellement des syncytiotrophoblastes. Mais il y a moins d'invasion à faire, ça se fait principalement au cours du premier trimestre. Et les cytotrophoblastes, si on veut être schématique, ne sont là que pour entretenir la villosité, les syncytiotrophoblastes. Mais vous voyez que la circulation fœtale s'est grandement développée. Les vaisseaux fœtaux se sont tire-bouchonnés et petit à petit, on va arriver à avoir une surface de plus en plus importante qui va rapprocher la circulation fœtale de la circulation maternelle. On va arriver à ce qu'on appelle la membrane vasculo-syncytiale. Donc, vous voyez deux types de globules rouges, ceux qui sont nucléés, qui se trouvent dans la villosité et dans le vaisseau fœtal. Donc ce sont les ronds rouges qui ont un centre encore plus rouge. Ces E représentent la cellule endothéliale, donc elle a une couche continue. C'est le vaisseau fœtal qui est recouvert par des cellules endothéliales et les hématies fœtales qui se trouvent ainsi proches de la circulation maternelle. La circulation maternelle en fait se trouve tout en bas de la diapositive. Les hématies sont dépourvues de noyaux puisqu'il ne s'agit plus d'hémoglobine fœtale mais d'hémoglobine maternelle. Et le syncytiotrophoblaste donc s'amincit et le sang fœtal n'est plus séparé du sang maternel que par une fine membrane, puisque les deux membranes basales sont accolées. Les cellules endothéliales vont permettre les échanges et le syncytiotrophoblaste se trouve très aminci à ce niveau-là. Il faut savoir que au plus on avance dans la grossesse, au plus les villosités sont élongées, au plus les syncytiotrophoblastes sont amincis, et au plus les vaisseaux fœtaux à l'intérieur de la villosité se sont développés et se trouvent proches de cette couche syncytiale. Les échanges deviennent donc de plus en plus importants au fur et à mesure que la grossesse avance. Les échanges à travers le placenta se font grâce à différents types de transports. Et nous voyons ici les trois principes du transport passif. Transport passif puisqu'il se fait sans apport d'énergie. On peut avoir un phénomène de diffusion simple, qui est représenté par le 1, et vous voyez qu'à ce niveau, tous les petits poils qui schématisent les microvillosités à la surface du syncytiotrophoblaste, que vous reconnaissez grâce à ces multiples noyaux, donc toutes ces petites microvillosités vont participer à ces phénomènes-là. La chambre intervilleuse, la CIV, est gorgée de sang maternel, et les structures intravillositaires sont représentées par de la matrice extracellulaire, mais aussi les vaisseaux qui ne sont pas représentés sur ce schéma. Le deuxième type de transport passif est l'osmose, où participent les aquaporines. Et enfin, il existe un troisième type de transport passif, qui est le transport facilité. Il existe aussi au sein du placenta des transports actifs, et là, le transport se fait contre un gradient de concentration et nécessite de l'énergie. Le transfert se fait contre un gradient de concentration, ça veut dire que le placenta est capable de faire entrer du potassium, par exemple, à l'intérieur de la villosité, même s'il se trouve déjà à l'intérieur de la villosité plus de potassium qu'à l'extérieur. Donc ceci va contre les transports passifs et l'osmose, par exemple. Il existe aussi un type de transport qui est dit transport vésiculaire avec endocytose puis exocytose.
Ceci permet aux macromolécules d'être captées par les villosités et puis absorbées. En général, les immunoglobulines passent comme ça au niveau du placenta. La surface d'échange du placenta, la surface d'échange placentaire, passe de 5 mètres carrés à 28 semaines de grossesse, donc après le 6e mois, à 12 mètres carrés dans le placenta à terme. Donc vous imaginez le nombre de replis et de petits replis des villosités que ceci représente. Comment le placenta est-il le poumon du fœtus ? Quelle est sa fonction respiratoire ? En fait, c'est le poumon du fœtus, mais il faut savoir qu'il n'est pas aussi raffiné que le poumon que nous avons et dont nous bénéficions pour respirer. Le placenta permet d'apporter l'oxygène au fœtus, mais également de le débarrasser du dioxyde de carbone, et ceci passe par des phénomènes d'échange. Au niveau des artères utérines, la pression en oxygène est d'environ 100 mm de mercure, alors que l'artère ombilicale, qui est l'artère qui part du cœur fœtal et qui arrive tout au bout de la villosité, est désaturée, c'est pour ça qu'elle est en bleu même si c'est une artère, et elle ne contient qu'environ 25 mm de mercure d'oxygène. Donc l'oxygène diffuse de la chambre intervilleuse où, autour de l'artère utérine, la pression en oxygène est haute, vers l'artère ombilicale où la pression en oxygène est basse. Et vous voyez que tout au long de la circulation dans la villosité, puisqu'il faut imaginer que au milieu, entre l'artère ombilicale et la veine ombilicale, se trouvent les capillaires villositaires. Donc, dans ces capillaires villositaires, l'oxygène va passer, mais au plus on sera vers la veine ombilicale, au moins l'oxygène va passer. C'est l'inverse qui va se passer pour le dioxyde de carbone, puisque dans l'artère ombilicale, il y en a beaucoup, alors que dans la veine ombilicale, il y en a peu. Ceci permet d'échanger dans l'autre sens. Donc, très schématiquement, le placenta est un système d'échangeurs, et ce qui va faciliter l'oxygénation du fœtus, ça va être principalement 3 facteurs. Donc, vous avez bien compris que les différences de concentration et de pression partielle en oxygène vont favoriser les échanges. Donc, l'oxygène va passer de la mère au fœtus et le dioxyde de carbone du fœtus à la mère. L'oxygène va également être plus facilement capté par l'hémoglobine fœtale puisque son affinité est très élevée pour l'oxygène, beaucoup plus élevée que celle de l'hémoglobine maternelle. Ainsi, le fœtus va pouvoir voler l'oxygène qui est accroché à l'hémoglobine maternelle. Enfin, l'effet Bohr va participer à ceci en faisant en sorte que la diminution du pH, l'acidification du sang et l'augmentation de la capnie dans la villosité, tout ceci va faire qu'il va y avoir un déplacement de l'affinité et que l'oxygène va venir vers le fœtus beaucoup plus facilement. Le placenta a également une fonction nutritive. Nous avons vu comment l'eau passait par le phénomène d'osmose et à travers des aquaporines. Les échanges qui vont avoir lieu dans le placenta vont représenter jusqu'à 3,5 litres d'eau par jour. Les électrolytes vont suivre le mouvement de l'eau, mais si on peut imaginer que le fœtus se déshydrate et que de l'eau passe vers sa mère, les électrolytes, dont principalement le fer et le calcium, ne passeront que dans un sens, et c'est pour ça que les mères peuvent se trouver en carence importante de fer et de calcium après des grossesses successives ou si elles sont carencées au départ, puisque le fœtus va prendre le calcium de façon privilégiée et ne le rendra jamais du côté maternel. Le glucose va être la principale source d'énergie du fœtus et il passe par transport facilité. Il faut savoir que la glycémie fœtale est égale aux 2/3 de la glycémie maternelle. Donc ceci a des répercussions quand la glycémie maternelle est élevée. Ça va être le cas par exemple dans le diabète de la grossesse, le diabète gestationnel. Mais ceci va être également
un problème. Quand la glycémie maternelle va être basse, la glycémie fœtale sera encore plus basse. Le placenta peut stocker du glycogène pour faire face aux besoins urgents du fœtus en cas d'hypoglycémie. Et il pourra produire donc du glucose par glycogénolyse de ce glycogène qu'il aura stocké au niveau des trophoblastes. Les protéines ne passent pas la barrière placentaire parce qu'elles sont trop grosses. Ce sont simplement des petits peptides et les acides aminés qui vont pouvoir passer. Les acides aminés vont permettre toutes les synthèses protéiques fœtales et ils proviennent de la dégradation des protéines maternelles. 2 hormones vont principalement réguler cette entrée des acides aminés. Ça va être l'hormone de croissance, la GH, Growth Hormone, et la TSH, Thyroid Stimulating Hormone. Il faut savoir que le passage des acides aminés se fait contre un gradient de concentration et que le fœtus peut avoir jusqu'à 3 fois plus d'acides aminés circulant qu'il n'en existe du côté maternel. Ceci, en fait, permet d'avoir une synthèse protéique importante et vous imaginez bien que dans la fabrication d'un fœtus, il y a de très nombreuses synthèses protéiques. Les lipides et les triglycérides vont être dégradés au niveau du placenta et le placenta va resynthétiser de nouvelles molécules lipidiques en fonction de ce dont il aura besoin. Et il est intéressant de noter que le cholestérol passe très facilement la barrière placentaire. Et qui dit cholestérol dit aussi hormones stéroïdes. Donc les hormones stéroïdes maternelles vont passer facilement la barrière placentaire. Pour certaines hormones stéroïdes, le fœtus va posséder un équipement enzymatique qui va lui permettre de se détoxifier. On a vu que l'eau passait facilement à travers la barrière placentaire. Il en est de même des vitamines qui sont solubles dans l'eau, les vitamines hydrosolubles. En revanche, les vitamines liposolubles, A, D, E, K principalement, ont des taux très bas dans la circulation fœtale. La vitamine K, qui a un rôle capital dans la coagulation, est potentiellement manquante au niveau des fœtus à leur naissance. Et on a pour habitude de substituer en vitamine K les enfants qui viennent de naître, et d'autant plus que ceux-ci sont allaités au sein, parce qu'il y a également une possibilité de manquer de vitamine K. Il est évident aussi que les transferts placentaires concernent l'élimination des déchets, les déchets issus de tout le métabolisme fœtal, ces déchets étant ensuite recyclés par la mère comme ses propres déchets, avec transformation en urée, acide urique et créatinine. Je reprends. Nous allons maintenant détailler les fonctions endocrines de l'unité fœto-maternelle. Et vous verrez qu'il y a de fines régulations entre le fœtus et la mère. On appelle unité fœto-placentaire l'ensemble qui comprend le fœtus, le placenta avec toutes les villosités placentaires et la chambre intervileuse qui correspond à la circulation maternelle résultante. Le fœtus a une part de circulation dans la villosité. Quand on parle de la villosité dans l'unité fœto-placentaire, on parle principalement des cytotrophoblastes, les CT, et des syncytiotrophoblastes, ST. La chambre intervileuse n'est pas un système circulatoire à proprement parler, mais un réceptacle du sang maternel, et elle est sensible aux variations de la circulation maternelle, et elle apporte à la circulation maternelle générale tout ce qui va être sécrété, tout ce qui va être sécrété par la villosité. Il faut savoir qu'il y a une adaptation de la mère à la croissance fœtale, car le fœtus peut envoyer des signaux via la chambre intervileuse à la circulation maternelle. La mère s'adapte aussi aux besoins. S'il y a un stress particulier, il peut y avoir une réaction particulière de la mère à des besoins spécifiques. L'organisme de la mère va également se préparer à l'accouchement
qu'on appelle parturition, et va se préparer à l'allaitement. Nous parlerons de ceci dans un autre chapitre. Le système endocrinien, du grec endo à l'intérieur et krinein sécrété, est un des deux grands systèmes de communication de l'organisme. L'autre système de communication étant le système nerveux. Dans le système endocrinien, des hormones vont porter un message à distance. La distance peut être plus ou moins grande et on aura ainsi des systèmes endocrines autocrines quand le message est porté à soi-même, paracrines quand il est porté juste à côté, et puis les systèmes plus classiques que nous allons détailler. Dans le placenta, deux types d'hormones vont être sécrétées. Des hormones stéroïdes, qui vont être des hormones lipidiques, et le précurseur indispensable à cette sécrétion d'hormones stéroïdes est le cholestérol. Elles sont stéroïdes, elles sont donc lipidiques, et elles sont de fait hydrophobes, donc elles ne sont pas miscibles dans l'eau ou dans la circulation et le sérum maternel. Les hormones peptidiques, au contraire, sont de petits peptides, très hydrophiles, et qui se trouvent très bien dans les liquides physiologiques. Reprenons le détail des hormones peptidiques. Ce sont donc des protéines qui sont petites, hydrosolubles puisqu'elles sont hydrophiles. Après traduction de leur gène en ARN messager, elles sont synthétisées par les ribosomes du réticulum endoplasmique granulaire, puis empaquetées dans l'appareil de Golgi. Elles se trouvent ainsi dans des vésicules sécrétoires qui restent dans la cellule. Ces vésicules vont franchir la bicouche lipidique de la membrane plasmique, puisqu'elles sont empaquetées, et elles vont être sécrétées dans le sang, où elles vont circuler librement. Elles vont ensuite agir à distance sur les cellules cibles par l'intermédiaire de récepteurs protéiques qui vont se trouver à la surface ou qui vont traverser la membrane plasmique des cellules cibles, comme on le verra sur le schéma ultérieurement. Les hormones stéroïdes, quant à elles, ont donc comme précurseur le cholestérol, donc il est indispensable d'avoir dans la circulation un peu de cholestérol. De très nombreuses enzymes vont participer à la synthèse des hormones stéroïdes. Il y a des hydroxylases, des déshydroxylases, des sulfatases qui vont hydroxyler en 1, en 21, en tout un tas de places. Et le but de ce cours n'est pas du tout de connaître le cycle des hormones stéroïdes placentaires ou dans d'autres organes. Il y a donc de très nombreuses hormones stéroïdes, donc des nombreux dérivés, des intermédiaires, et chacun va être lié à l'autre par une cascade qui va être commandée par des enzymes. La corticosurrénale, par exemple, va sécréter des minéralocorticoïdes, dont l'aldostérone, des glycocorticoïdes, des androgènes, dont l'androstendione. Dans le corps jaune et le placenta, l'hormone stéroïde principale est la progestérone. Dans les ovaires, il s'agit des œstrogènes et dans le testicule, de la testostérone. Vous avez sur le petit schéma en bas un exemple d'une transformation par modification des liaisons de la prégnénolone en progestérone. Sur ce schéma sont synthétisés les différents types de transport des hormones selon qu'elles sont peptidiques ou stéroïdes. Vous voyez que dans la partie supérieure du schéma, les cellules endocrines qui sécrètent des peptides les sécrètent d'une façon empaquetée, et puis ces peptides peuvent ensuite circuler librement dans le sang. Pour aller avoir leur action, elles vont se diriger grâce au système sanguin vers la cellule cible A,
et leur action va être médiée par un récepteur qui va être exprimé à la surface de la cellule A. Au contraire, les cellules endocrines qui vont sécréter des stéroïdes vont les libérer dans la circulation, mais les stéroïdes ne pourront pas circuler librement dans la circulation et ils vont avoir besoin d'une protéine de transport, ici schématisée par le petit chapeau bleu, qui va leur permettre de se déplacer à travers le sang. Ensuite, l'hormone stéroïde va passer facilement la membrane de la cellule cible B dans le cas présent et va pouvoir se lier à des récepteurs, en général des récepteurs nucléaires, pour avoir son effet biologique. Dans l'unité fœto-placentaire, nous avons laissé un petit peu à part la décidue maternelle. C'est la partie de l'endomètre qui va être transformée par la grossesse et qui tombera au moment de la naissance. Cette décidue maternelle a un rôle important puisqu'elle va sécréter également des hormones qui vont être nécessaires au maintien de la grossesse. En particulier, on trouve le cortisol qui va être impliqué dans les phénomènes de tolérance immunitaire de la grossesse. On va aussi trouver, sécrétée par la décidue, la prolactine déciduale, qui est une hormone peptidique, qui est détectée dans l'endomètre au moment de la fenêtre d'implantation, au moment où le blastocyste va s'apposer à l'endomètre, au jour 23 d'un cycle normal. Cette sécrétion de prolactine est indépendante, contrairement aux sécrétions de la prolactine non déciduale, de tout le système dopaminergique. Il n'y a aucun contrôle hypothalamo-hypophysaire. Cette prolactine dérivée de la décidue sert à réguler les fluides et les flux d'électrolytes à travers les membranes fœtales en réduisant la perméabilité de l'amnion vers la mère, en protégeant donc le fœtus des pertes vers la mère. On note aussi dans les sécrétions de la décidue une protéine de transport qui est l'IGF Binding Protein 1, IGF-BP1. C'est une hormone peptidique qui va lier l'IGF, l'IGF étant un facteur de croissance, insuline growth factor, et elle va empêcher ainsi l'IGF d'agir sur la décidue qui restera stable. Dans le placenta, c'est principalement l'ensemble des syncytiotrophoblastes, ST sur le schéma, qui va sécréter toutes les hormones nécessaires à la grossesse. Si vous regardez la couche grise des syncytiotrophoblastes, vous voyez en plus des multiples noyaux tout un système de production protéique et lipidique avec les réticulums lisses, les réticulums granuleux, un peu plus loin les Golgi, des tas de gouttelettes qui vont contenir les différentes sécrétions préparées, des mitochondries pour fournir l'énergie, etc. Dans le placenta, les sécrétions sont indépendantes des contrôles hypothalamo-hypophysaires que l'on connaît dans les grands systèmes endocriniens. Et les mécanismes de régulation restent peu connus. Le placenta va sécréter des hormones peptidiques et des hormones stéroïdes également. Concernant les hormones stéroïdes, il faut savoir qu'il y a une particularité puisque le compartiment fœtal et le compartiment placentaire ne sont pas équipés des mêmes hormones et ne sont pas équipés des mêmes enzymes. On sait par exemple que la 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase est absente chez le fœtus, alors que dans le placenta, c'est la protéine STAR qui est absente en premier, en sachant que cette protéine STAR est
la protéine clé pour faire entrer le cholestérol dans une cellule. Donc le placenta en lui-même ne va pas posséder la clé pour réguler la synthèse des stéroïdes. Le placenta n'est pas équipé non plus de la 17-alpha-hydroxylase, de la 17-20-liase, etc. La sécrétion principale du placenta est la progestérone. Schématiquement, la progestérone est d'abord produite par le corps jaune. Donc après l'ovulation, les cellules de la thèque et de la granulosa sont transformées, très richement vascularisées, et le corps jaune devient une véritable glande endocrine qui sécrète de la progestérone. Après 6 à 8 semaines de gestation, il y a un changement dans l'acteur principal sécrétant la progestérone, et c'est le placenta qui prend le relais. Vous voyez que les taux Vous voyez que les taux vont augmenter énormément jusqu'à la fin de la grossesse, et qu'à la fin de la grossesse, on assiste à une diminution de ces taux, cette diminution des taux entrant dans les mécanismes de mise en route de la parturition, de l'accouchement donc. La progestérone a des rôles très importants dans le maintien de la grossesse, puisqu'elle joue sur la tolérance immunitaire. Elle joue également sur la diminution de la contractilité du muscle lisse, puisqu'elle diminue la production des prostaglandines. Elle maintient ainsi une quiescence du myomètre maternel. Elle inhibe la réaction de réponse contre le greffon, quand on imagine que le fœtus est un greffon. Elle participe également à une part de régulation sur la production des glycocorticoïdes et des minéralocorticoïdes. Peu de choses sont connues sur ce mécanisme-là et sur ces régulations. Ce que l'on sait, c'est que du fait de l'absence de certaines enzymes dans le placenta, c'est la progestérone elle-même qui va permettre d'obtenir, par différentes transformations, certaines hormones dont le fœtus a besoin, mais que le placenta ne pourrait pas fabriquer sans la progestérone comme substrat. Sur ce schéma se trouvent résumés les deux profils de sécrétion en progestérone et 17-alpha-hydroxyprogestérone. Vous voyez qu'au début de la grossesse, jusqu'à environ 8 semaines de grossesse, il y a une importante augmentation de 17-alpha-hydroxyprogestérone, mais ceci n'est pas dû au placenta, c'est dû au corps jaune. L'ovaire va ensuite continuer à sécréter un peu de 17-hydroxyprogestérone, et ce n'est qu'à la fin de la grossesse qu'il va reprendre sa sécrétion. Il est important de savoir que cette 17-hydroxyprogestérone n'est pas produite majoritairement par le placenta, puisqu'il est déficitaire en enzymes nécessaires. Venons-en maintenant aux hormones peptidiques produites par l'unité fœto-placentaire. Selon les compartiments observés, on peut noter de multiples hormones et je vais simplement revenir sur le rôle de certaines d'entre elles. Le compartiment fœtal va sécréter par exemple de l'alpha-fœtoprotéine, qui est une hormone intéressante à connaître puisqu'elle est d'abord synthétisée par la vésicule vitelline, puis par le tractus intestinal fœtal. Cette alpha-fœtoprotéine va se retrouver dans la circulation maternelle et à la fin du premier trimestre de la grossesse, on peut la doser circulant dans le sang maternel. Une augmentation va être un
reflet d'une anomalie qui peut survenir chez le fœtus, et on peut ainsi demander une échographie supplémentaire pour dépister des anomalies de fermeture de la paroi antérieure, par exemple, et parfois aussi du système nerveux. Pour ce qui est du compartiment placentaire, vous voyez que le placenta est capable de sécréter des hormones qui ressemblent aux hormones sécrétées par l'hypothalamus. C'est l'ensemble des cytotrophoblastes qui peut fabriquer du GnRH, du CRH, du TRH, GHRH, somatostatine, bref, des hormones peptidiques habituellement sécrétées par l'hypothalamus, et les contrôles dans le placenta sont moins connus. Le placenta est également capable de sécréter des hormones qui ressemblent aux hormones sécrétées par l'hypophyse. Ce sont également des hormones peptidiques, et on retrouve quasiment les mêmes hormones peptidiques que sécrétées par l'hypophyse maternelle. Ces hormones-là sont produites par les syncytiotrophoblastes. Il y a également de très nombreux facteurs de croissance. Et puis d'autres protéines, comme la PAP-A. Donc cette protéine, qui est la protéine associée à la grossesse de type A, je ne vous le donne pas en anglais, est importante à connaître parce qu'elle est également dosée à la fin du premier trimestre de la grossesse pour dépister certaines anomalies, et en particulier les trisomies 21. Dans le compartiment maternel, vous voyez qu'il existe des hormones déciduales dont nous avons un petit peu parlé, l'IGF-BP1, la prolactine, mais également d'autres protéines associées à la grossesse, le PP par exemple, c'est Pregnancy Protein 14, et je n'entrerai pas dans le détail de sa fonction. Nous avons vu que le corps jaune sécrétait également de la progestérone. Il sécrète un autre facteur qui est la relaxine, qui a un rôle très important également dans le maintien de la quiescence du myomètre pour qu'il n'y ait pas de contraction prématurée. Nous revenons sur l'hormone clé de la grossesse, l'hormone chorionique gonadotropine, l'HCG. Elle est donc sécrétée par le placenta, comme vous le savez, puisqu'on l'avait vu dans le chapitre sur l'implantation. Elle a un rôle très important sur le système immunitaire et principalement via les lymphocytes. Elle va également avoir un rôle important puisqu'elle va entretenir des boucles de régulation et de stimulation sur tout un tas de systèmes, en particulier le système qui va aboutir à la sécrétion de progestérone, mais également dans le compartiment fœtal de DHEA. Elle va avoir un lien aussi sur la mise en place du système sexuel du fœtus, puisque c'est par elle que les testicules vont être stimulés. Vous savez probablement que l'HCG a une structure très proche de la LH et que c'est cette hormone LH qui, à l'âge adulte, va stimuler le testicule pour la production de testostérone. Pendant la grossesse, c'est l'HCG placentaire qui va stimuler le testicule pour fournir la testostérone. De la même façon, elle va stimuler la production d'œstradiol et la conversion en œstriol. Vous l'avez compris, le placenta est un organe très complexe qui possède presque toutes les structures pour sécréter toutes les sortes d'hormones, mais il est difficile d'étudier les régulations des hormones entre elles, surtout chez l'humain. Et le placenta humain est très particulier, il existe peu de modèles animaux qui nous permettent de vraiment décortiquer
toutes les boucles de régulation.